Bien, merci beaucoup à la fois au CHOM et puis à l'ensemble des organisateurs de cette troisième session du réseau REFMAR pour m'avoir proposé donc d'intervenir en ouverture de cet après-midi consacré aux implications sociétales et aux dynamiques de participation. Alors, j'ai normalement moi aussi préparé un petit PowerPoint. Mais comme le temps commence à courir, je vais quand même vous entretenir de 2 ou 3 sujets avant que ça démarre. Euh, donc j'interviens à la fois en qualité d'historien, de participant au groupe de travail Tempête qui vous a été présenté ce matin et pour lequel il y a un poster également exposé. Et puis j'interviens sans doute aussi parce que j'ai fondé en 2010 une université populaire du littoral en Charente-Maritime où on s'est beaucoup intéressé à la fois donc, aux questions des submersions qui avaient pu avoir lieu par le passé. Et c'était évidemment dans le sillage de la submersion de la tempête Xynthia que cette fondation d'association a été créée. On s'est intéressé également à la manière dont on pouvait finalement impliquer les citoyens, les habitants, de manière participative. Et très vite, il s'est imposé à nous une idée suivant laquelle, finalement, des submersions avant 2010, il y en avait eu, en 1999 au moment de la tempête Martin, et puis on est remonté en 1957, on est remonté en 1941, 40, 24, et tout un ensemble de dominos, finalement, se sont mis à tomber les uns derrière les autres. Et puis il y a des gens qui nous ont parlé de ces événements-là. On les a retrouvés dans les archives, et évidemment, la tentation a été vive de remonter encore plus loin dans les archives. Alors, je vais vous parler à présent d'un sujet qui nécessairement va nous réunir, qui est celui finalement de la manière dont les scientifiques qui ont pu parler de la mer ou du niveau de la mer, finalement, ont pu s'appuyer sur ces connaissances locales, sur ces savoirs vernaculaires. Alors, évidemment, je n'ai pas résisté à la tentation de citer Beautemps-Beaupré, hein, quand on est invité par le CHOM, c'est bien le moins. Et donc, Beautemps-Beaupré, en 1829, il écrit à ses apprentis ingénieurs hydrographes et il leur dit, voilà, vous avez des connaissances générales en marine, vous êtes ce qui se fait de mieux, finalement, pour connaître les fonds marins, le balancement de la marée, mais il faut se méfier, il faut se défier de vos connaissances, bien plus encore que des connaissances pratiques qu'ont dû nécessairement acquérir des hommes qui fréquentent journellement les mêmes lieux. Donc il faut être méfiant à l'égard de vos connaissances, et il faut être un peu moins méfiant à l'égard des connaissances des experts de la pratique. Et ça m'a beaucoup interpellé, cette directive finalement donnée par Beautemps-Beaupré, parce que j'ai retrouvé la même à des années d'intervalle, puisque on est en 1665, à la veille du moment où la monarchie cherche à fonder un nouveau port de guerre à Rochefort, et on lance des campagnes de sondage des fonds marins. Et là, le 31 mai 1665, il y a une petite embarcation qui quitte le port de Brouage, avec 8 marins à bord, 7 qui sont des experts de la pratique, d'anciens capitaines, des maîtres au cabotage, des pilotes, et un greffier de l'amirauté, un gars qui normalement n'embarque jamais. Il n'y a aucun expert de quelque manière que ce soit. Et ces gens-là, arrivés à bord, ils disent on ne va pas prendre la mer parce qu'aujourd'hui, 31 mars 1665, le temps est un peu trop violent et surtout, ça a une incidence sur le montant de l'eau. Donc on voit bien qu'à une époque où la marée, les phénomènes de marée étaient très peu connus, la surcote encore moins, eh bien on avait des gens qui étaient des professionnels de la navigation et qui étaient capables de donner un nom à ce que entre nous on appelle la surcote. Ils appelaient ça le montant de l'eau. Et ils étaient capables de dire à un officiel de la monarchie, c'est pas la peine qu'on sorte pour sonder les fonds marins aujourd'hui, parce qu'il y a cette composante de l'élévation du niveau du plan d'eau, qui va en quelque sorte apporter un parasite, un élément de perturbation à l'ensemble des données qu'on pourrait récolter. Donc, sur le temps long, on voit bien que, quelle que soit la période, les gens qui se sont intéressés finalement à essayer de mettre en science, de passer par l'écrit des connaissances qui étaient des connaissances vernaculaires, ils ont pris conscience et ils ont tenu compte de cette expérience des dires de témoins. Alors je suis un peu perturbé parce que les animations de mon PowerPoint ont été un peu mal digérées par l'ordinateur, mais enfin on va continuer. Alors, dans le cadre de l'Université populaire du littoral charentais, on s'est intéressé à ces questions-là,
Et on a essayé de mettre en connexion finalement les questions les réponses qui nous arrivaient des archives, et puis ce que les experts de terrain pouvaient dire. Alors là, vous avez les conclusions. Alors comment est-ce qu'on est arrivé à cette conclusion? La première, que sur les côtes charentaises de la mer des Pertuis, eh bien, les pics de tempête dont les vents soufflent du sud-ouest, sud-ouest, sont finalement ceux qui sont les plus à risque pour les submersions. Et que quand on change de territoire, et là ce matin j'ai entendu la nécessité de descendre à des niveaux infraterritoriaux pour arriver à mieux saisir les questions de surcote de marée haute, eh bien là on en a une vivante illustration, puisque par exemple quand on va en baie de Bourgneuf, les indications qu'on peut avoir sur les conditions qui entraînent des submersions marines sont des conditions différentes en termes d'orientation du vent. Pourquoi est-ce qu'on s'est focalisé sur l'orientation du vent? Parce qu'on a des registres éphémérides qui ont été tenus à l'école de médecine navale de Rochefort tout au long du 19e siècle, et pour lesquels eh bien, on peut arriver à pointer les directions des vents lors des journées où des submersions marines nous sont attestées par ailleurs dans les archives. Et on peut confectionner cette rose des vents où on s'aperçoit effectivement que dans la mer des Pertuis charentais, c'est bien le sud-ouest-sud-ouest qui est finalement la direction des vents dominants les plus à risque. On peut se focaliser là-dessus parce que finalement, cette direction du vent, c'est presque la donnée historique la plus fiable dont on dispose quand on s'intéresse à des enregistrements météorologiques. C'est beaucoup plus fiable que la pression atmosphérique, dont on ne sait pas dans quelles conditions elle a été prise, par quel type d'appareil, si c'était au niveau de la mer. C'est un peu plus fiable que la durée du phénomène météo qui nous est donnée dans des archives qualitatives, mais que les registres éphémérides ne nous donnent pas. La direction des vents dominants, effectivement, les jours de submersion marine, c'est un indice qui me semble tout à fait intéressant et pertinent. Excusez-moi, bon. Alors, si on transpose ça sur la question des aménagements et de la mémoire des submersions, et qu'on va dans un autre terrain qui n'est pas celui de la Charente-Maritime, mais de l'île de Noirmoutier, eh on s'aperçoit que les gens qui vivaient sur le littoral, ils en avaient pris conscience, puisque finalement, on ne traitait pas de la même manière des côtes qu'on pourrait qualifier de côtes à marée, c'est-à-dire où la houle, finalement, n'a que très très peu d'impact. C'est le cas de la côte est de l'île de Noirmoutier. Et vous voyez qu'au cours des 17e, enfin surtout du 18e et 19e siècle, c'est une côte que les riverains ne se sont pas privés d'aménager en la poldérisant. Et puis les côtes à houle, au contraire, comme c'est le cas de la pointe de Devin que j'ai souligné en rouge sur la carte, les côtes à houle faisaient l'objet d'interventions, en tout cas ont fait l'objet d'interventions en termes d'ingénierie et d'aménagement de plus en plus importantes à mesure que l'État royal a pu s'emparer de ce territoire, a pu finalement y faire travailler ses ingénieurs. Et l'île de Noirmoutier est un cas tout à fait passionnant puisque c'était un territoire qui dépendait de la principauté de Condé, qu'il a été vendu à la monarchie en 1767 et qu'à partir de 1767 déboulent les ingénieurs des ponts et chaussées qui finalement disent aux habitants comment il va falloir faire pour renforcer la pointe de Devin et qu'elle ne subisse plus l'érosion, etc. Et vous avez un graphique ici de fréquence de l'évocation des travaux à la pointe de Devin, et on s'aperçoit que de manière récurrente, les ingénieurs sont obligés d'évoquer ces questions de travaux de renforcement, parce que, contrairement aux habitants du pays, ils n'ont pas pris conscience que cette lutte contre la houle du large, elle était sans fin, elle était promise finalement à un échec, et en 1830, il y a un nouvel ingénieur qui arrive et qui dit « On va s'inspirer de la méthode hollandaise. La méthode hollandaise, c'est simple, on va faire une digue de retrait et on va abandonner une partie de l'estran et même de l'avant-digue au phénomène d'érosion. Et de cette manière-là, il y aura une abrasion contre la houle et ça atténuera cette houle et la digue qu'on mettra en place finalement, sera beaucoup plus sûr, sera beaucoup plus pérenne. Il se trouve qu'en 1767, lorsque ces devanciers étaient arrivés, c'était rigoureusement ce que les habitants de Noirmoutier avaient dit aux ingénieurs des Sables d'Olonne, les premiers à être arrivés sur place. Il a quand même fallu 60 ans avant que finalement ces pratiques issues de la mémoire collective fassent leur effet. Alors, si on projette ça sur des territoires qui ont subi la submersion de Xynthia, ici nous sommes sur l'île d'Oléron, dans un petit village qui s'appelle La Pérotine, qui dépend de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron, eh bien on s'aperçoit que la submersion marine en 2010, elle peut être effectivement, bien sûr, elle est la conséquence directe d'un événement naturel, mais elle est aussi largement conditionnée par une série d'erreurs, une série d'aménagements imprudents,
j'ai presque envie de vous dire de déménagements imprudents, puisqu'il y a un certain nombre d'équipements comme la digue, qui est en rouge sur mon plan, qui en 2000 avait fait l'objet d'un rabotage pour y faire passer un sentier piétonnier de découverte du littoral. Donc voilà le type de déménagement imprudent. Et il y en a eu d'autres, en 1920, disparition des murets digues le long du chenal, puisque vous voyez qu'on a affaire à un port chenal, sans doute en raison de l'installation de la ligne de chemin de fer à l'époque. Bon. Il se trouve qu'il y a des explications. Il y a effectivement l'après-guerre de 14-18 pour ce qui est de 1920. Vous les voyez sur ma diapositive, l'irruption du tourisme de masse. L'île d'Oléron connaît une irruption importante puisque c'est la première grande île de l'Atlantique à être reliée au continent par un viaduc. Donc le tourisme de masse y arrive en grande proportion à partir des années 1960. Le fait aussi que c'est 1957 la dernière grande submersion avant celle de la tempête Xynthia. Et puis le fait que dans l'intervalle, des aménagements tombent en désuétude. Et puis qu'on aurait pu, sur ce territoire de l'île d'Oléron, connaître la même vague résidentielle qui a affecté la cuvette de la Faute-sur-Mer. Mais ça n'a pas eu lieu et je me suis posé la question de savoir pourquoi. Pourquoi, dans deux contextes qui apparemment étaient les mêmes, des littoraux ruraux, avec finalement des aménités dont le tourisme balnéaire aurait envie de profiter, pourquoi est-ce que sur l'île d'Oléron, à la Pérotine, cette urbanisation n'a pas eu lieu ? Voilà, alors vous avez bien le temps de voir, ça clignote. Alors je pense effectivement que il faudrait s'intéresser à un indicateur que j'ai établi et que je suis en train de publier. Alors, je sais qu'il est un peu gênant de parler de ça, parce que c'est un indicateur qualitatif. Vous ne verrez pas de 1, 2, 3, 4 ou d'équations compliquées qui permet de le caractériser. Mais il se trouve que quand on regarde attentivement les territoires qui ont été impactés par la tempête Xynthia, ce sont la plupart du temps, si on laisse La Rochelle de côté, des villages ruraux affectés en grande partie par l'économie balnéaire. Et on peut s'apercevoir que dans les villages qui ont conservé une mixité entre les activités de pêche, d'ostréiculture et l'économie résidentielle et balnéaire, on a eu moins de victimes, c'est un fait, que dans les villages où ces activités qu'on pourrait qualifier d'agro-maritimes ou traditionnelles avaient disparu. Alors, les facteurs que moi j'identifie sont par exemple les nuisances. Le fait d'avoir une ferme ostréicole au milieu du village, ce sont des nuisances, effectivement. Donc c'est un frein à la spéculation foncière. Le fait que le voisinage amène immanquablement un certain nombre de discussions à avoir lieu. L'existence aussi d'une vie associative, c'était le cas à la Pérotine. Si je me suis tellement intéressé à ce village-là, c'est qu'il y avait une association d'histoire locale et que j'avais déjà été sensibilisé à la trajectoire de ce territoire particulier. Donc pour moi, la mémoire partagée, on boucle en quelque sorte avec le début de mon propos, la mémoire partagée, la mémoire collective, entretenue de manière organique, il faudrait peut-être qu'elle soit entretenue de manière plus organisée, c'est finalement quelque chose qui est à prendre en considération. Alors pour conclure, je dirais que pour moi, la mémoire collective, c'est un patrimoine immatériel qui est aujourd'hui en quête de reconnaissance. Il a rendu possible la construction des territoires, des littoraux ruraux, qui sont ensuite devenus balnéaires. Il est aujourd'hui représenté essentiellement par les vestiges, un certain nombre de porteurs de mémoire, les personnes âgées, les personnes anciennes, et puis les actifs, quand on a des villages où une mixité entre des activités agromaritimes et du résidentiel balnéaire existe. Cette mémoire individuelle, elle est reconnaissable. Alors, malheureusement, je dirais que la mémoire des anciens, c'est une bibliothèque qui brûle chaque fois qu'il y en a un qui meurt. Je plagie en cela le proverbe africain bien connu. La pratique des gens de mer peut être un levier de recréation de cette mémoire collective. Et donc, il me semble que c'est un potentiel qui est sous-exploité. Alors, à l'Université populaire du littoral charentais, l'année prochaine, on se met en ordre de bataille pour pouvoir commémorer les 10 ans de Xynthia. Et on va revenir sur ce qui s'est passé dans ces 10 ans à la faveur d'une revue de presse qu'on réalise depuis 10 ans, et également donc, de travaux sur les compositions des conseils municipaux, de la vie associative, etc. Et puis pourquoi pas se positionner pour des appels à projets. Alors il se trouve que maintenant on est dans la région Nouvelle-Aquitaine, qu'on est assez nombreux dans la salle à venir de cette grande et belle région, et donc on pourrait éventuellement s'associer pour travailler sur ces questions. Je vous remercie. Mémoire collective, patrimoine immatériel, c'est un beau programme. Vos indicateurs aussi peuvent soulever pas mal de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent intervenir dans la salle ?
Frédéric Pont, je me suis présenté ce matin du CEREMA. J'avais une question. Je suis obligé de parler un peu de Méditerranée parce qu'on parle beaucoup de l'Atlantique aujourd'hui. Est-ce que vous avez... on a fait un travail pour le syndicat mixte du bassin de Thau sur la récupération de données historiques, de tempêtes, etc. Et on a eu la chance en région Occitanie d'avoir une numérisation de l'ensemble de la presse écrite depuis 1800 avec des PDF interrogeables où là, en fait, tout un chacun ne peut plus se dire qu'il n'a pas accès à la donnée parce que c'est juste une recherche qui est assez simple, en fait. On marque tempête ou raz-de-marée et puis on regarde et il y en a une sur trois où on a une bonne date. Est-ce que c'est pareil, en fait, sur d'autres territoires, vous qui, en gros, être en avance un petit peu sur ces sujets-là? Est-ce que partout, sur toutes les régions, vous avez aujourd'hui accès à des données aussi faciles que ça? On a retrouvé une carte une carte en PDF une rupture du cordon dunaire en 1742, avec une cartographie. Donc en fait, c'était un retour d'expérience en 1742. Aujourd'hui, des fois, on n'a même pas ce genre de carte sur nos données d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour savoir ce que vous aviez. Alors c'est très variable. Je pourrais vous citer un département qui me semble pilote en termes de conservation de ses archives et de mise à disposition en format numérique, c'est la Vendée, qui vraiment a développé une politique extrêmement ambitieuse de numérisation de ses archives contemporaines et des archives de la presse. Alors on a à la fois accès à la presse, on va dire supra-régionale de l'époque, un genre Ouest Éclair devenu Ouest France aujourd'hui, et puis il y a tout ensemble de petits titres locaux, parce qu'il y avait énormément de journaux locaux au 19e siècle, vous avez certainement pu vous en rendre compte pour la Méditerranée. Et effectivement, dans ces journaux locaux, il y a souvent des rapports circonstanciés avec des données assez précises. Il y en a beaucoup qui sont finalement intégrés de ces extraits de journaux dans la base de données historiques tempête et submersion dont on vous a parlé tout à l'heure avant le déjeuner. Donc en Vendée, c'est assez facile effectivement de réaliser le travail que vous faites. Ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué. Non pas que les archives n'existent pas, mais tout simplement parce qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une politique de numérisation à grande échelle.